Face à elle, votre rendez-vous actualité du vendredi sur LFM. Bonjour Amina. Et bonjour Margot, bonjour à tous et bienvenue pour ce Face à elle. Effectivement, ce n'est pas Labib et Daoudi qui présentera cette émission aujourd'hui. On le salue d'ailleurs, il doit certainement nous écouter, donc je suis très contente de vous retrouver pour cette émission politique. Et aujourd'hui, on reçoit Carl Olive, donc conseiller général du canton de Poissy-Sud. Bonsoir. Bonjour mademoiselle. Et pour m'accompagner, je suis toujours en compagnie de Pierre Cardot. Bonjour. Et de Françoise Nong, et non Mong. Oui, Bonjour. non. Alors au programme de ce vendredi, on va démarrer avec les coups de cœur et les coups de gueule, comme chaque vendredi, une fois n'est pas coutume. Et puis on va parler un petit peu de politique, c'est un petit peu le sujet, et surtout de votre candidature, Carl Olive, à la mairie de Poissy pour 2014. On va aborder différents sujets, et pour ça, on va déjà commencer, comme d'habitude, par les coups de cœur et les coups de gueule. Et c'est Françoise qui va commencer avec un coup de gueule. Bon, c'est un article que j'ai trouvé dans le Nouvel Obs aujourd'hui. Nos élus ignorent l'entreprise. C'est un peu embarrassant dans une pareille crise de l'emploi. Et cette étude préconise que nos élus aillent faire un stage, comme les troisièmes, en entreprise, pour connaître un petit peu les réalités de l'emploi, les réalités de l'entreprise. Ça serait mieux, il semble-t-il, pour développer vraiment et lutter efficacement contre la crise. Donc, ça peut aider, oui. Donc, comme les troisièmes, finalement, envoyer nos élus en entreprise, puisque visiblement, ils sont très très peu à la connaître. Moi je veux bien les accueillir dans la mienne. Hein. Très bien. Pas de problème. Votre société de production, K Production, c'est ça? KO Exactement, oui. Ouais. Très bien. KO Production. Il est tout. Il est journaliste, il est footballeur, il est responsable, il crée des sociétés de production. Vous avez une drôle de voix, monsieur Cardot. Oui, j'ai perdu ma voix, mais c'est normal, je ne me présente plus aux élections. Et alors, votre coup de cœur, Françoise? Alors, mon coup de cœur, c'est suite au rapport PISA, les préconisations pour une école de la réussite. Alors, par exemple, à Shanghai, qui est la première, il y avait un collège qui s'appelait le collège Dong, qui était très, très décroché. Eh bien, il est devenu le premier. C'est dingue, oui, c'est dingue. Eh bien, on y a mis les enseignants les plus aguerris. Et les choses se sont totalement inversées. Et moi, ça me fait rêver quand on fait ce que l'on dit. Et je regrette beaucoup qu'en France, on sache depuis très longtemps que c'est ce qu'il faut faire, mais qu'on ait tant de mal à le faire. Donc voilà, un coup de chapeau, un coup de rêve pour cette école idéale. Et puis, j'ai trouvé aussi dans les 5 recommandations, donc mettre les enseignants les plus aguerris dans les classes les plus difficiles, ça donne des résultats. Et puis le deuxième, ça se passe au Québec, qui a le 6e rang en mathématiques. Là, on a fait quelque chose qui me fait aussi rêver. Premier principe, bâtir la confiance en soi pour les jeunes. Et ça me fait un peu rêver parce que je crois que c'est le socle de la réussite. Voilà, donc d'un classement catastrophique dont Pierre va parler, moi j'ai retenu des 2 choses qui me font rêver. Très bien. Et justement, Pierre, votre coup de gueule. On peut continuer à arriver au coup de gueule après, mais c'est vrai que si je regarde la Finlande dans le même esprit que Françoise, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils recrutent les enseignants non pas pour leur niveau d'études, mais pour leur capacité pédagogique, ce qui serait nécessaire en France d'étudier de plus près. Désolé pour ma voix, mais je vais essayer quand même de m'exprimer. Alors le coup de gueule, il est sur le même sujet, on est toujours sur l'école. Donc vous savez qu'en France, on prétend depuis très longtemps que l'école elle est faite pour finalement réduire les inégalités. Ben, figurez-vous que d'après l'étude, toujours la même, celle que vient de citer Françoise, eh bien nous sommes l'un des pays de l'OCDE où les inégalités scolaires sont les plus marquées. Ce qui est quand même un comble pour une éducation nationale qui prétend le contraire. Et deuxièmement, dans l'étude, ce qui m'a frappé, c'est de voir qu'en fait, ce qui caractérise nos élèves, c'est le fait qu'ils soient parmi les plus indisciplinés de l'OCDE, et notamment qu'un élève sur 2 se dit gêné par le bruit. Voilà. Donc ça, c'était mon coup de gueule. Pour ce qui est du coup de cœur, ça fait un peu de bruit, mais finalement, j'ai trouvé un truc assez amusant. Figurez-vous que dans une prison en France, c'était dans un quotidien national que j'ai trouvé ça, il y a des détenus qui ont tourné illégalement 2 vidéos diffusées sur les réseaux sociaux dans lesquelles ils improvisent un Harlem Shake, une sorte de danse un peu loufoque, en arborant une tenue de surveillant. Ça m'a fait penser à un film
des Blues Brothers, où effectivement ça se termine en prison, ils font un concert. Je pense que de temps en temps, si on pouvait avoir des animations comme ça dans les prisons un peu plus fréquemment, bah, quand ils sortiraient, ils seraient peut-être un peu mieux insérés. Voilà, C'est pas la faux. musique élève l'âme, paraît-il. Et ce qui est surprenant, c'est la présence de téléphones portables dans Ah, il y a l'univers tout. carcéral et Internet, surtout comment ils ont Il y a pu Internet, poster sur il y a les réseaux et sociaux. puis les tenues de surveillants, elles les ont sûrement obtenues. Voilà. Ouais. En les demandant Voilà. gentiment. La prison n'est pas si close que ça. Bah, la semaine dernière, il y avait justement un détenu qui s'était enfui 2 jours, je crois, avant sa libération pour aller chez le dentiste. Oui. Décidément, chaque semaine, une histoire carcérale. Comme quoi, à force de lutter contre les maisons closes, on finit par ouvrir même les prisons à tout. Et car le livre, justement, là, on parlait de la jeunesse, etc. Un sujet qui vous tient à cœur. Votre coup de cœur et votre coup de gueule, vous aussi, de cette semaine. Coup de cœur forcément à Mandela qui nous a quittés. J'ai eu la chance, le privilège, l'immense privilège d'être présent au Soccer City de Johannesburg lors de sa dernière apparition mondialement publique. Et j'expliquais que quand cet homme est rentré dans cette enceinte lors de la finale de la Coupe du Monde 2010 entre l'Espagne et les Pays-Bas, il y a eu, j'en ai encore des frissons, il y a eu quelque chose où il s'est passé quelque chose comme quand ces grands hommes interviennent. Et il y a bon nombre de personnes autour de moi qui se sont mises à pleurer. Et je retiens une phrase exceptionnelle de Mandela qui disait « Moi, je suis capitaine de mon âme et maître de mon destin ». Et je trouve que c'est une très belle phrase. C'est la raison pour laquelle moi, je n'ai pas envie ce soir d'avoir un coup de gueule, mais vraiment un double coup de cœur à l'endroit de cet immense monsieur qui a transcendé à la fois le temps et les âmes. D'accord. Johannesburg, justement, vous couvriez la Coupe du Monde de 2010. Oui. Vous aviez en charge, J'étais en charge des journalistes qui participaient à cette Coupe du Monde de football. Et surtout, je voulais me faire ma propre opinion de ce que j'avais pu lire dans les ouvrages sur l'apartheid, sur l'Afrique du Sud. C'était aussi pour moi presque un voyage initiatique. Et je me souviens avoir volontairement décidé de passer une journée entière à Soweto, tout seul, avec comme unique passager un vélo. Et j'en ai vraiment, encore une fois, un souvenir, je crois, qui m'a humblement transformé. Et notamment ces petits jeunes qui venaient vers vous, ces petits blacks qui venaient vous toucher, parce qu'ils n'avaient jamais eu l'habitude dans leur histoire, dans l'histoire de leur génération, avoir vu des hommes blancs. Et donc ils voulaient voir si les hommes blancs, c'était des vrais hommes blancs, parce qu'ils pouvaient les toucher avec une tendresse incroyable. Et c'est vrai que chez ces gens-là, on a comme principal atout d'abord celui du cœur, et c'est avec leur cœur, avec leurs yeux et avec leur amour incommensurable qu'ils donnent au prochain. Et je pense que c'est un message qu'il faut que nous fassions passer. C'est que quand on est à côté de l'autre, quand on est, je dirais, dans le lien social que connaissent si bien Françoise et Pierre, il peut se passer quelque chose. Dès lors où on respecte les gens, dès lors où on les valorise, j'entendais Pierre dire tout à l'heure qu'il y avait de l'inégalité, que l'OCDE stigmatisait notamment les élèves français qui ne se respectaient pas. Ouais. On est incapable de dire bonjour, au revoir, merci. C'est pas grand-chose, ça coûte rien, et pourtant, ça n'a pas de prix. Je suis bien d'accord. Et justement, on parlait de tolérance et de Mandela, etc., de ces beaux messages. Mon coup de gueule cette semaine, ça sera contre l'élection Miss France. Bon, le concept en général m'échappe un petit peu, mais ce qui m'a surtout alarmée cette semaine, c'est le florilège de tweets à caractère raciste qu'il y a eu suite à l'élection de cette Miss qui est franco-béninoise, donc forcément une femme métisse. Et donc, à la suite de ça, on a eu toute une épopée de tweets d'incitation à la haine quasiment. Vous avez des gens qui estiment qu'il faudrait réserver le concours Miss France uniquement aux femmes blanches. Alors le caractère raciste, ma foi, est déjà assez surprenant, mais ce qui m'étonne d'autant plus, c'est qu'aux dernières nouvelles, je crois que la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, etc., on retrouve beaucoup de femmes métisses. Aux dernières nouvelles, je crois toujours que ça reste français. Et ce qui m'étonne d'autant plus et qui m'alarme surtout, c'est l'impunité. J'ai l'impression que depuis quelques temps, la toile, c'est vraiment le lieu de toutes les haines, peu importe l'article, la vidéo sur YouTube ou quoi que ce soit qu'on regarde, il y a systématiquement des extrêmes et on peut dire un petit peu tout et n'importe quoi et des choses
qui ne se disent pas et qui ne se pensent pas non plus, je pense. Voilà. Ouais. Mon coup de cœur, sinon, ça sera pour une femme politique, Nadine Morano, cette semaine, qui m'a plutôt étonnée, qui a été brillante. Voilà, j'ai eu cette citation qui... Je crains le pire. On sent l'admiration dans vos... Non, vraiment, je ne regrette pas d'être tombée sur cette phrase parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait sans savoir ça. Alors, je cite, Nadine Morano s'est exprimée, c'était dans On n'est pas couché sur France 2, présenté par Laurent Ruquier. Alors, elle a dit « Le vol de portable à l'arraché est un phénomène récent qui n'existait pas avant l'invention des téléphones mobiles. » Voilà. Ouais. Alors, une phrase pleine de bon sens et surtout pertinente et... Elle n'a pas perdu le fil. Là. C'est vrai. Mais je suis complètement d'accord avec elle et je pense aussi, enfin moi ce que je regrette c'est qu'il y ait vraiment beaucoup plus d'accidents de voiture depuis qu'on a inventé la voiture. Voilà. Ça fait rêver, on C'est supprime vrai, les ouais. portables, on supprime les voitures et tout va bien. Voilà. C'était Nadine Morano. Alors qu'est-ce qui nous a un petit peu... qu'est-ce qui a pu nous retenir notre attention dans l'actualité cette semaine Pierre, je crois que vous parliez de ce qui vous a surtout interpellé, c'est la jeunesse en France. La jeunesse en France, mais peut-être qu'on pourrait parler 2 minutes de l'international. Vous parliez de Mandela tout à l'heure. Mm-hmm. Bon, c'est dommage qu'on ne l'ait pas pour la Centrafrique. On est obligé d'envoyer des troupes là-bas. Qu'est-ce que Karl en dit de tout ça? Je dis que, pour le vivre ensemble, c'est pas tout à fait au point là-bas. Oui, puis je dis que effectivement on a des intérêts stratégiques de part et d'autre. Pour autant, il ne faut pas qu'on soit, je pense, dans la précipitation et annoncer tout de suite que ça va durer 6 mois, là où on sait que par exemple en Côte d'Ivoire, ça fait 10 ans que ça dure et que ça n'est toujours pas terminé. À partir de là, certes, c'est bien systématiquement d'avoir le sentiment de donner une impulsion et que la France soit systématiquement le premier à plonger. Moi, j'aimerais qu'il y ait effectivement un appel européen commun, un appel international commun pour que nous participions aussi à ce type d'opération en équipe et qu'on ne donne pas le sentiment que ce soit quelque chose qui soit, sinon improvisé, en tout cas facilement interprétable, d'autant que, sitôt arrivé, on compte déjà nos soldats tombés pour le pays, enfin excusez-moi, mais surtout le leur, quoi. Et toujours à l'international, ce qui se passe en Ukraine, ça te donne quelle impression? Cette volonté de la Russie de maintenir l'Ukraine dans son giron, et puis cette hésitation de l'Europe à faire une pression politique. Bon, on parle d'accords commerciaux, c'est vraiment à minima. On a l'impression que finalement, cette Europe, elle a du mal à exister politiquement. Oui, on a l'impression que quelque part, là où on aurait pu être, il y a encore une quinzaine d'années, un poids lourd dans le paysage européen, on reste malgré tout, et vous avez raison Pierre, quelque part un poids mort. Maintenant, j'y vois aussi, alors si je me mets à l'endroit de la révolution menée par Klitschko, un espèce de moyen de s'ouvrir au monde, et alors je parle de ce champion du monde de boxe qui aujourd'hui mène la révolution russe avec son association Coup de Poing, Kiar, un espèce de salut, un espèce de clin d'œil au monde pour dire que là-bas aussi ça peut changer. À quel prix ? À quel prix ? Alors là, on est sur des contrées où, paradoxalement, il n'y a aucune contre-attaque qui va être faite justement en groupe avec nos propres pays, parce que les enjeux sont tels, et on sent bien que la guerre froide n'est encore pas si loin, quoi. Je pense que là, pour le coup, on a bien compris qu'il fallait se hâter lentement. Et bon, puisqu'on parle des troupes qu'on envoie ici, des accords qu'on essaye de passer par là, que dire de ce phénomène qui devient de plus en plus prégnant en France, à savoir tous ces jeunes qui ne voient finalement leur avenir qu'à l'extérieur de la France? Ça vous inspire quoi, tout ça? Ça m'inspire ce que disait Françoise tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il est venu le temps de remettre les règles du jeu sur la table. Je pense qu'aujourd'hui, tant que les c'est un arbitre qui parle. Ouais, mais tant que le législateur, Pierre, que vous avez été, c'est-à-dire tant que les députés ne rediront pas, mesdames, messieurs, voici les règles du jeu. À l'école, quel dommage qu'on ait arrêté le service national, parce qu'au moins il y avait des règles du jeu. C'est vrai. Au moins c'était un bassin d'éducation avec un brassage, un métissage, où les questions d'une Miss France black, blanc, bleu ne se posaient pas.
comme dans le sport d'ailleurs, comme dans la culture. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on est capable de faire plein de choses, et tout simplement parce qu'on autorise à faire plein de choses. C'est-à-dire que la loi n'est plus appliquée, elle est interprétée. Et tant que nos lois seront interprétées, qu'elles ne seront plus appliquées, alors on enverra un fort signal, et notamment à ces jeunes, pour leur dire, mais il n'y a pas de souci, vous avez le RSA, vous avez le chômage, mais on continue, et d'ailleurs je dis les jeunes, je stigmatise, je réponds à Pierre parce que vous me parlez sur la question des jeunes, mais je ne stigmatise pas et je ne fais pas du jeunisme, parce que toutes les catégories sont concernées. Dès lors, vous donnez la possibilité à des gens qui ne bossent pas de les assister avec ce type d'aide sans aucune contrepartie, et pas même quelques heures d'intérêt général, pour venir peut-être aider des personnes âgées, pour venir peut-être déblayer, pour venir aider le matin pour les écoles, etc., et ben vous envoyez un très mauvais signal à toutes ces personnes qui, comme vous, comme moi, bossent, paradoxalement ne sont jamais malades quand elles n'ont pas une petite quinte de tout, mais à qui vous allez donner par exemple le SMIC, mais ces jeunes-là, quand vous allez leur dire « on va vous donner le SMIC pour bosser 35 heures », mais ils vous regardent avec des grands yeux en vous disant « mais vous rigolez ». Nous, on a le RSA, on touche le chômage, vous allez nous faire bosser 35 heures pour un différentiel de 200 et 300 euros. Alors on peut en sourire, mais moi je pense que l'un des principaux fléaux de notre société, il est là. Parce qu'il y a du boulot, pour les jeunes, il y a du boulot pour les moins jeunes. Si on prend le cas des Yvelines, 21 000 emplois dans notre département ne sont pas pourvus. Et on a un taux de chômage, alors certes, il n'est pas aussi important que dans d'autres contrées, mais il y a quand même un taux de chômage important. Par exemple, chez moi à Poissy, sur le plateau, on a un taux de chômage qui est de 25%. Là où en Allemagne, tout à l'heure Pierre venait un tout petit peu caresser le dossier de l'apprentissage, là où en Allemagne, chez les jeunes entre 18 et 25 ans, il est de 15%. Parce qu'on a l'apprentissage. Parce que moi, un gamin, un jeune, un moins jeune, qui a envie d'être potier, laissons-lui la chance de pouvoir être potier via l'apprentissage. Ici, vous faites code emploi. C'est exactement la même chose. Et puis s'il réussit dans l'apprentissage, s'il réussit en poterie, s'il réussit dans la coiffure, dans l'esthétisme, enfin dans l'esthétique, pardon, etc., c'est 500 métiers qui sont accessibles via l'apprentissage, et pas avec des bacs plus 5 et des bacs plus 12. Alors, nous ne ferons pas une école de la rancune et de la frustration. Et ça fonctionne. 65% des jeunes, des moins jeunes qui passent par l'apprentissage sont tout de suite sur le marché de l'emploi. Ce qui n'est pas le cas quand vous avez fait, comme Zécoluche, 10 ans de droit et tout le reste de travers. Alors Caroli, finalement, qu'est-ce que vous proposez? Couper toutes les allocations sociales, proposer aux gens de ne plus faire d'études supérieures? Absolument pas, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Vous m'avez écouté en mono, mais pas en stéréo. J'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que ces jeunes qui ne sont pas forcément formés à des études supérieures, ou ces jeunes qui sont par exemple en échecs sociaux, sociétaux, familiaux, si on s'aperçoit qu'ils ne sont pas faits entre guillemets pour les études, alors il faut pas les forcer. Et puis nous, parents, je pense qu'il faut qu'on arrête de dire à nos gamins, parce qu'on est les premiers responsables, passe ton bac d'abord, passe ton bac plus 5 d'abord, et puis après on pourra voir. Si tu fais un bac plus 5, si tu fais un master 2, tu auras plus de chances de trouver du boulot que si demain tu fais par exemple un CAP d'apprentissage. Absolument pas. L'apprentissage en poterie, il ne peut pas dire qu'il manque de peau après. Ça et la question de Pierre portait aussi sur ces jeunes qui ne voient plus leur avenir en France et qui donc la quittent. Est-ce que pour vous c'est un signe... plutôt des diplômés, là, est-ce que c'est un signe d'adaptation, de mobilité, etc. Ou c'est un signe un peu qu'ils ne croient plus tellement à leur pays? Je pense pas qu'ils croient plus en leur pays. Moi, j'ai un gamin qui a 18 ans, il rêve aussi de traverser la Manche pour aller faire ses études et jouer au football en Angleterre. Je pense que c'est pas ça. Je pense qu'il faut qu'on se donne toutes nos armes pour rendre attractif encore plus notre pays, et justement que ces jeunes, on leur fasse comprendre